On va peut-être attendre encore, 1 ou 2 petites minutes. Peut-être en attendant, pour que je puisse un peu connaître, les participantes et les participants, vous pouvez me dire, ce que vous faites, ce que vous êtes venus chercher ici? Ce que vous faites, comme métier? Ah oui, 106 personnes quand même, la pression. Je veux bien que vous me racontiez un petit peu, voilà, ce que vous faites et ce que vous êtes venus chercher ici, pour essayer d'y répondre au mieux. Donc l'idée, c'est que je déroule ma présentation un peu en mode descendant, mais qu'on garde un temps à la fin, pour des échanges, pour vos questions, pour vos remarques, pour des débats éventuellement. Quelqu'un veut, démarrer, expliquer un peu ce qu'il ou elle fait et ce qu'il ou elle est venu chercher? Consultante en santé publique et toujours preneuse d'autres pratiques. Hyper intéressant. Merci Claire pour ton partage. PO et cherche à améliorer ses pratiques et donc du coup l'empathie c'est important. Je te rejoins Michael, en effet. Coach agile, curieuse de ce nouvel outil. Coach agile. Très bien. Écoutez, j'espère que l'empathie map pourra vous servir. Chef de projet innovation, tout nouveau pour toi Nathalie. Écoute, j'espère que ça te plaira, t'intéressera, te sera utile. Consultante et coach intelligence collective, facilitatrice d'ateliers collaboratifs en entreprise, product designer, agile manager et scrum master. Bien. Facilitateur innovation, je connais les Empathy Maps, mais pas croisés. Très bien Arnaud, écoute, on va voir ça ensemble. Accompagnatrice de belles personnes au changement, merci Gwen. Chef de projet animatrice communauté, cool. Écoutez, là je pense qu'on peut démarrer. Curieuse et partageuse, chouette, merci beaucoup Saint-Malo. Product manager, en apprendre plus sur les Empathy Maps, QA analyst et Scrum Master, formation Design Thinking. On s'est croisés autour de la formation Scrum Life, effectivement. Développeur en cours de migration vers Scrum Master. Le sujet a l'air de te plaire. Coach agile. Ok. Écoutez, je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit bout de vous. Si jamais vous êtes sur Twitter, alors moi je connais pas forcément tous les réseaux, je suis assez active sur Twitter, que ce soit sur ce réseau ou un autre. Le hashtag officiel de cet événement, c'est hashtag FDay, tout simplement. 4 petites lettres pour donner un peu plus d'écho à cet événement, à toute cette journée. Donc ça vaut pour ce talk présent et aussi pour tous les autres auxquels vous allez participer. Si jamais vous me cherchez ou vous voulez me mentionner, mon nom Twitter c'est comme Sarah Dufour. Et donc je vais vous parler des Empathy Maps croisées. Donc vous en avez là un peu entendu parler. Vous êtes là pour ça. Donc vous savez, vous êtes dans le bon salon, le salon orange. Avant de démarrer, je voulais remercier les facilitateurs parce que c'est un boulot monstre d'organiser une conf. J'en sais quelque chose. Et donc bravo à eux. Ils sont 4. 4, c'est pas beaucoup pour porter un truc aussi énorme. Ils ont été au top pour nous accompagner, nous en tant que speakers. Donc merci à eux. Merci aussi à un petit groupe de coachs, collègues chez Binext qui m'ont fait des retours sur une V1 que j'avais fait de cette présentation. Donc, ils m'ont apporté des retours hyper intéressants que j'ai intégrés. Et donc, merci à eux également. Il est 10h54, je pense qu'on peut démarrer. Je switch. Pour info, je n'ai qu'un écran, donc je ne vais pas pouvoir voir vos commentaires. Ce que je vous invite à faire, c'est de les noter quelque part sur un bout de papier. D'ailleurs, ça peut vous être utile de prendre une feuille et un stylo. Et donc, on les commentera à la fin parce que je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se perdre dans tout le flot de commentaires. Mais effectivement, n'hésitez pas à commenter et à partager entre vous. Ça peut apporter de l'interaction. Bien. Donc, je peux peut-être démarrer par poser un petit peu le cadre et expliquer en fait l'intention. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure en salon principal, en introduction. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas particulièrement, enfin, qui fonctionnent pas vraiment comme il faudrait dans les entreprises. On pose pas forcément les cadres, l'environnement, les conditions pour la réussite des projets, pour la réussite de la collaboration. Et donc, je pense que l'empathie
Ça fait partie des cordes à notre arc qu'on a besoin d'avoir. C'est une compétence qui convient à tous de développer, à mon sens. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous êtes plutôt en accord avec cela. Ou sinon, j'aimerais finir de vous convaincre. Il y a une étude de l'université de Birmingham qui exprimait que les managers qui étaient dotés d'une forte empathie étaient ceux qui arrivaient le mieux à motiver les collaborateurs, et donc ces collaborateurs arrivaient à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je pense que ce soit pour les managers, pour des facilitateurs, scrum masters, coachs, mais aussi pour n'importe quel métier, on est rarement amené à travailler complètement seul. Donc même pour un indépendant, d'avoir de l'empathie envers son client, c'est un indispensable pour bien réussir ses missions, à mon sens. Donc je pense que c'est utile à tous. Et donc cette capacité à comprendre, voire aussi à adopter cette perspective de l'autre, va nous aider à mieux communiquer, parce que ça va nous donner des pistes sur la façon de nous exprimer, pour réussir à toucher l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'on a en face. Ça aide aussi à mieux comprendre, mieux saisir ce que l'autre veut dire, et aussi à mieux faire passer un message précis. Donc l'intention d'aujourd'hui, c'est aussi bien de vous convaincre que c'est une compétence absolument nécessaire pour la collaboration, et c'est aussi de vous apporter un outil nouveau, j'espère, dans vos métiers de facilitateur ou autre, une autre corde à votre arc. J'espère que ça pourra vous servir et que ça apportera des résultats encourageants dans votre pratique. On m'a dit que je devais me présenter. C'est pas quelque chose que j'avais forcément envisagé, mais comme ça, vous pouvez un peu mieux me connaître. Donc j'ai grandi à Barcelone. Je pense que c'est important, on y parle 2 langues. J'étais dans un lycée français, donc il y avait cet environnement un peu multiculturel. Ensuite, je suis arrivée en région parisienne, où j'ai poursuivi ma scolarité en adolescence dans un lycée international où il y avait, je pense, une quinzaine de nationalités différentes, peut-être plus. Ensuite, je suis allée faire une partie de mes études au Mexique. Donc je suis restée 5 ans là-bas. C'est assez structurant pour moi et pour expliquer qui je suis, je pense. Et c'est à mon avis pas un hasard si je vous parle d'empathie aujourd'hui. Je pense que c'est lié aussi à ces différents endroits où j'ai habité. À la base, je suis littéraire. J'ai fait un bac L. Ensuite, j'ai fait des études un petit peu à la carte. J'ai fait de la com, j'ai fait du management des langues. J'ai un petit peu fait à ma sauce. J'ai démarré ma carrière dans la communication et dans le marketing digital. J'étais notamment responsable de com digital pendant 4 ans. Et c'est là où j'ai commencé à toucher au produit, au product management. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, probablement pas à tout le monde, mais à certains agilistes, oui. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert ce que c'était que l'agilité. Ça a été une révélation pour moi. J'ai commencé à me documenter pas mal. Et donc, je me suis rapprochée de ce monde-là. Et il y a beaucoup d'agilistes qui sont consultants, qui sont prestataires dans différents types de boîtes de conseil ou des ESN. J'ai appris beaucoup grâce à cette communauté qui est hyper ouverte. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite partager ce que j'ai appris. Et donc, je suis comme ça devenue consultante, et ça fait bientôt 4 ans que je suis consultante ou prestataire externe. Aujourd'hui, chez Octo Technologies, enfin presque, parce que je suis chez Binext, mais qui s'est fait racheter par Octo. Donc c'est pour ça, c'est le petit logo que vous voyez en bleu avec les petits points. Et j'ai aussi récemment co-créé une association qui s'appelle La Place des Grenouilles. C'est une association antisexiste parce que tout ce qui est diversité et inclusion, ça m'intéresse dans mes missions, dans mon entreprise et aussi donc via cette association. Voilà pour la présentation. Petit tour de l'agenda du jour. Ce sera assez simple. Je pense qu'on terminera probablement avant l'heure. J'espère en tout cas pour pouvoir procéder aux échanges. Je vais vous apporter un peu de théorie. J'espère que ce ne sera pas trop pénible, mais je pense que c'est quand même important de poser les choses, de poser mes définitions.
quelques concepts avant de parler de l'atelier. Je vais vous expliquer aussi, je vais vous donner quelques éléments de contexte, vous expliquer ce qui m'a amené à concevoir et à mettre en pratique cet atelier. Mais d'abord, on va démarrer par une question. Si vous voulez bien jouer avec moi, ça va peut-être vous mettre un petit peu en action pour éviter d'être passif lors de l'heure de cette présentation. Donc, je vais vous demander, sur ces 6 personnages que vous avez à l'écran, est-ce que si vous avez un bout de papier à côté de vous, vous pouvez faire 2 colonnes, noter sur une colonne empathique et sur une autre colonne pas empathique. Et à votre avis, lesquels de ces personnages-là sont empathiques et lesquels ne sont pas empathiques? Je vais vous laisser une petite minute pour réfléchir et remplir, dans votre coin ce petit tableau. Donc vous avez Hannibal Lecter, Dexter, Morgan et Leatherface, qui sont donc 3 personnages fictifs. Ensuite, vous avez Mère Teresa, Poutine et Abraham Lincoln. J'espère que vous les connaissez. Si vous en connaissez pas certains, c'est pas très grave. C'est juste un exercice. Je pense qu'on aura une tendance de toute manière. Je vous laisse encore quelques secondes. Je vois pas de commentaires. J'imagine que vous êtes concentrés. Je l'espère en tout cas. Bien, je vais pas vous donner de réponse là tout de suite. Je vais vous laisser un petit peu, on va mettre cet exercice de côté. Ça va mariner un petit peu, le temps que je vous apporte, un petit peu de théorie et puis on reviendra dessus un peu plus tard. Donc place à la théorie. Je vais peut-être commencer, par vous donner, ma définition. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais c'est la définition que j'ai choisie. C'est une définition parmi tant d'autres de l'empathie. Peut-être avant ça, vous expliquer, ou vous rappeler plutôt que ça fait partie, des soft skills, expression anglo-saxonne qui je pense est assez utile. On rattache l'empathie souvent à l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été proposé par 2 psychologues, Peter Salovey et John Mayer. Et on définit l'intelligence émotionnelle comme cette capacité déjà de reconnaître, ensuite de comprendre, puis de maîtriser ses propres émotions déjà dans un premier temps, et aussi à composer avec les émotions des autres qui nous entourent. Donc on va voir que c'est peut-être un petit raccourci de dire que l'empathie fait entièrement référence à l'intelligence émotionnelle. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Je pense c'est un peu plus complexe que ça, mais on va voir ensemble au cours de la présentation. Donc la définition que je vous propose aujourd'hui, qui sera le fil rouge de toute cette présentation, c'est une transposition imaginaire de soi dans la pensée, les affects et les actions de l'autre. Donc la définition de Gordon Allport. Il y a beaucoup de choses dans cette définition qui est assez riche. Déjà le côté imaginaire, je l'ai mis en grand parce que l'empathie, ça repose sur beaucoup d'hypothèses. Ce sont des projections. C'est toujours subjectif. Donc ce côté hypothétique, il est important, c'est l'imagination qui parle. Il y a cette transposition de soi, donc il y a une sorte de reflet, de projection de soi, mais déjà le point de départ, c'est soi, qui va donc vers l'autre. Et vers l'autre, en fait, il y a ce triptyque qui est important, qui est intéressant. C'est aussi bien dans la pensée que les affects et les actions de l'autre. Donc c'est cette aptitude à voir le monde à travers les yeux de l'autre, à se mettre dans les baskets, dans les chaussures de l'autre. C'est pour ça que j'ai illustré comme ça la présentation. C'est à partir de cette image anglo-saxonne. En français, on va dire se mettre dans la peau de l'autre. Donc c'est un processus cognitif qui est de décentration de son propre point de vue. Pendant un moment, on va abandonner notre propre point de vue, mais toujours en se basant sur notre propre historique et nos propres expériences et connaissances.
On peut aussi la décrire comme une faculté intuitive, même si ce mot-là, il porte peut-être à débat, qui permet de percevoir, de comprendre, les sentiments, les émotions d'autrui, de se mettre à la place de l'autre, mais toujours en gardant une certaine distance, en gardant toujours une certaine objectivité. Il faut savoir qu'on sait ce qui nous appartient et ce qu'il appartient à l'autre. Ensuite, on peut définir l'empathie, comme, un élément composé de 3 éléments où on peut se dire qu'il y a différents types d'empathie. Là, il y a 2 écoles qui s'opposent un petit peu. J'ai l'impression que dans l'école française, le point de vue plutôt français, on va dire que, l'empathie comporte 3 composants et qu'il faut que ces 3-là soient présents pour parler d'empathie. Là où ce que je vous propose aujourd'hui, on pourra peut-être en débattre tout à l'heure, c'est de dire qu'il y a 3 différents types d'empathie, qu'on peut en avoir un et pas forcément les 2 autres, et qu'on n'en demeure pas moins empathique. Donc, ce concept d'intelligence émotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure a été développé par ces 2 psychologues qui sont pas énormément connus. Vous avez peut-être plutôt entendu parler de Daniel Goleman, qui a écrit pas mal de bouquins qui sont assez répandus. C'est un concept que lui a aidé à démocratiser à partir des années 90-95 à peu près, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Intelligence émotionnelle, et c'est donc comme ça que ça s'est ouvert un peu plus au grand public, ou en tout cas que ça a cessé d'être réservé aux initiés. Donc Daniel Goleman, c'est un chercheur et un docteur en psychologie. Il a étudié à Harvard, il est professeur à Harvard, et donc lui, il distingue 3 sortes différentes d'empathie, et c'est celle que je vais vous expliquer là tout de suite. Donc la première, c'est l'empathie émotionnelle. On peut aussi l'appeler, vous pourrez la trouver sous le nom de empathie affective. Donc c'est cette capacité à ressentir soi-même ce que l'autre ressent, mais toujours bien sûr sans se confondre avec lui. On arrive à bien distinguer quand même cette séparation. C'est une capacité biologique que les humains développent après la naissance, et pas que les humains d'ailleurs. Je ne sais pas, vous avez peut-être des animaux de compagnie, et si vous avez un chien qui vous connaît, s'il vous voit triste, il va reconnaître a priori cette tristesse chez vous, et peut-être aussi faire un peu un miroir, agir aussi en conséquence. Donc c'est ce qui souvent nous permet de commencer à tisser des liens émotionnels avec une autre personne. Autre composant ou type d'empathie, c'est l'empathie cognitive. Donc c'est la capacité d'arriver à comprendre, à se mettre dans la réalité de l'autre, d'imaginer ses biais, d'imaginer et de comprendre ses raisonnements, ses pensées, ses mécanismes de pensée. Donc là, c'est purement rationnel. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas que, ça relève peut-être pas que de l'intelligence émotionnelle. Il y a peut-être là quelque chose qui touche au quotient intellectuel et non émotionnel. C'est quelque chose qu'on va commencer à développer dans la petite enfance, entre 4 et 5 ans. Et donc c'est moins biologique, c'est moins inné, ça va plus être lié à l'éducation, à la connaissance, à l'entourage, et aux différents inputs desquels vous allez vous nourrir. Enfin, le troisième type d'empathie, la troisième empathie, c'est l'empathie compatissante. Jean de Séty, qui est un auteur français qui a pas mal traité le sujet, va parler de préoccupation empathique. Donc ça va au-delà des 2 premières. Les 2 premières, donc on a le volet émotionnel et le volet cognitif, un peu cerveau droite-gauche. Là, ça va au-delà, c'est ce qui va nous mettre en action, c'est ce qui va nous pousser à l'action, parce qu'on a eu cette empathie émotionnelle et ou cette empathie cognitive, et c'est là, en fait, c'est ce qui va nous amener à aider celui ou celle dont on a senti les sentiments, partagé les sentiments et ou les émotions et les pensées, pardon. J'aime bien cette pyramide de Serge Tisseron, qui est un psychologue aussi, qui a beaucoup écrit et s'est renseigné beaucoup sur le sujet. Il a écrit, il me semble, 3 livres à ce sujet. Et donc, il va décomposer l'empathie sur 3 niveaux, 3 couches. Donc déjà, la première, on va commencer en bas. C'est celle dont je vous ai déjà parlé, la cognitive et émotionnelle.
C'est ce que lui va mettre sous le groupe empathie directe. Et c'est donc cette capacité, c'est je me mets à la place de l'autre. Donc je me mets à la place de l'autre. Le côté émotionnel qu'on développe à peu près depuis 1 an, c'est comprendre ce que l'autre ressent, arriver à distinguer sans se confondre. Donc ça peut être le ressentir, mais savoir que c'est pas ma propre émotion que je vis, mais que je rentre en empathie avec celle de l'autre. Il y a donc cette empathie cognitive qu'on peut acquérir autour de 4 ans, 5 ans. Comprendre les mécanismes de l'autre, se représenter dans les pensées de l'autre. Donc ça, c'est le groupe empathie directe. Ensuite, niveau du dessus, c'est cette empathie réciproque. Et là, ça va être important, ça va être intéressant pour l'atelier dont on va parler tout à l'heure, c'est j'accepte que l'autre puisse se mettre à ma place. Donc là, la direction, c'est pas moi vers l'autre, c'est l'autre vers moi. Donc cette empathie réciproque, elle a 3 composants. Déjà, il y a une composante narcissique, c'est-à-dire que j'accepte que l'autre s'estime comme moi je m'estime. Il y a ce narcissisme. Ensuite, il y a cette relation d'objet, c'est accepter et comprendre que l'autre aime et puisse être aimé, donc puisse être un objet de cet amour. Et ensuite, l'égalité, à savoir, j'accepte et je comprends que l'autre ait les mêmes droits que moi, et c'est donc lié à un sentiment d'appartenance à un groupe. Ensuite, encore plus intéressant, accessible à moins de gens, en tout cas, il faut nous y amener, cette empathie réciproque et mutuelle, elle peut aussi s'appeler intersubjectivité. C'est en fait accepter que l'autre puisse m'informer sur qui je suis et me révèle à moi-même. En fait, on a toujours des blind spots, des zones d'aveuglement. Nous, on est plusieurs facettes et on a plusieurs facettes sur qui on est, plusieurs regards sur qui on est. Et en fait, les regards des autres vont venir compléter ce travail d'identité ou d'introspection. Ici, en fait, j'accepte que j'ignore certaines choses sur moi-même et que les autres ou qui m'entourent ou l'autre puissent m'informer sur ces choses que j'ignore. Soit parce que je ne les connais pas, soit parce que je m'efforce consciemment ou non de les tenir cachés. Et donc, c'est accepter que l'autre puisse m'éclairer sur moi-même et c'est s'ouvrir à ce que l'autre m'éclaire sur moi-même. Donc, ça concerne peu de monde naturellement, c'est plutôt quelque chose, c'est quelque chose de rationnel, de rationalisé, qui n'est pas forcément inné, auquel on ne pense pas forcément. Et je pense que là, si on est là tous aujourd'hui, c'est parce qu'on se dit qu'il y a cette possibilité-là, que l'autre m'éclaire sur moi-même. J'espère que c'est clair. Dernier point sur la théorie. Je pense que c'est important de bien distinguer le concept d'empathie d'autres concepts qui sont très proches, mais pas tout à fait les mêmes. Donc, là où l'empathie, c'est cette capacité de comprendre et de ressentir les sentiments de l'autre, mais tout en conservant une distance affective par rapport à l'autre. La sympathie, ça suppose un partage de sentiments. Il y a un établissement de liens affectifs. Ça va plus loin. C'est cette relation qui va exister entre des personnes qui ont des affinités. Cette propension à vouloir entrer justement en empathie avec une personne ou avec un groupe avec lesquels je sens des points communs. Donc c'est une disposition favorable qu'on va avoir à l'égard d'une idée, d'une citation, d'une pensée, d'une action envers quelqu'un ou un groupe que je vais estimer. Ensuite, la contagion émotionnelle, elle ressemble beaucoup à l'empathie, à cela près que je n'arrive pas à faire cette distinction entre moi et l'autre. Je vais tellement ressentir l'émotion de l'autre en miroir, et pas qu'en miroir finalement, parce que je ne vais plus être capable de me dire que c'est un reflet de ce que l'autre sent. Je vais moi-même le ressentir de façon très très forte. Il me semble qu'il y a une étude qui estimait à 1,2% les gens qui souffrent de contagion émotionnelle. Donc, ça peut être très chouette en cas de sentiments positifs, la joie par exemple. En revanche, ça va être assez handicapant si, lorsque vous m'apprenez la mort de l'un de vos proches, j'absorbe vos sentiments comme une éponge et je les ressens moi-même sans arriver à m'en dissocier.
Et enfin, la bienveillance, ça va peut-être se rapprocher, au 3e type d'empathie, donc l'empathie compatissante. C'est cette disposition affective, d'une volonté qui va chercher à viser, en fait, le bien d'autrui. C'est une disposition favorable envers quelqu'un, c'est un élan de soutien, c'est assez similaire, donc à la compassion, au 3e type, à l'empathie compatissante. Bien, petit retour sur la question. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai expliqué, là, donc dans cette partie théorique, vous revoyez votre copie? Est-ce que ça vous fait, peut-être changer des personnes de colonne à partir de ce que je vous ai expliqué sur les 3 différents types d'empathie? Faire un petit switch sur le chat. Est-ce que vous êtes en accord avec, la classification que vous aviez fait tout à l'heure? Non. Je ne vois qu'un retour pour l'instant. Vous êtes peut-être en train de réfléchir. OK, bon, en tout cas, un retour qui me dit que ah, voilà, les doigts dans le code, dit: «Tout le monde est empathique finalement». Je suis pas tout à fait sûre. D'accord, Gu est en accord avec sa première classification. OK, très bien. Donc moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais pas que tout le monde est empathique. Je sais pas si vous connaissez, Massacre à la tronçonneuse, mais je suis pas tout à fait sûre que Leatherface soit empathique. Après, on pourra en discuter après. Dexter d'empathique vers non empathique car pas de dissociation. OK, vous êtes plus sûr. Dexter bienveillance. Effectivement. Ensuite, les sociopathes ont des atteintes de l'empathie médicalement. Je suis pas sûre de comprendre, ce que tu veux dire, Rachel. Bref, en tout cas, je pense que ça vous a fait réfléchir, voir, cet exercice sous un nouveau prisme, je l'espère en tout cas, et on pourra peut-être en débattre, plus largement après. Si ça vous va, on passe à l'atelier en question, le cœur du sujet, donc les Empathy Maps croisés. Donc je vais vous donner peut-être un petit peu d'éléments de contexte. J'avais imaginé cet atelier, vous savez, dans le monde d'avant où, on déjeunait tous ensemble et on pouvait tomber sur des conversations, sur la table d'à côté où on s'insérait dans un groupe, qui discutait. Donc là, c'était un manager qui avait une équipe qui était, distribuée sur 2 sites. Il y en avait qui étaient à Paris et d'autres en Bretagne. Et donc il avait organisé une journée, ayant pour objectif de rapprocher, de réunir son équipe, de développeurs, qui était donc, je crois en Bretagne, avec ses PO et ses business analysts, qui étaient à Paris. Donc l'objectif, l'idée, son intention, c'était de tenter de les ressouder parce qu'il y avait pas mal de tensions qui avaient émergé. Ça se ressentait sur les projets. Il disait qu'il y avait des impacts négatifs sur les délais, donc les coûts, sur la qualité aussi. Et sans parler évidemment des niveaux de satisfaction des membres de l'équipe, du client. Et donc où il y avait voilà, des tensions qui étaient à résoudre. Donc je ne sais pas comment ou pourquoi j'ai eu cette idée-là, que je vais vous expliquer. J'ai aussi ensuite repris cette idée que j'avais proposée au manager qui l'a appliquée. Je l'ai reprise pour moi parce qu'il était plutôt satisfait des résultats. Et donc quelques semaines ou mois après, je ne sais plus, j'ai dû accompagner une équipe qui avait un certain passif. Il y avait eu pas mal de tensions entre des collègues donc internes dans ma boîte et les clients. Donc là, il y avait un moment de transition, une passation, biseau, et cetera. Donc on a accueilli de nouveaux membres pour en remplacer certains qui partaient. Et donc il y avait c'était pas le démarrage de projet en fanfare avec beaucoup d'enthousiasme. Il y avait pas mal de craintes, d'appréhension et des choses probablement à résoudre. Donc peut-être aussi d'autres, enfin pour faire le wrap-up des cas d'usage, ça peut être utilisé cet atelier, comme je vous le disais, quand il y a des tensions relationnelles, mais faut pas forcément attendre ça. Ça peut être aussi quand il y a un manque de fluidité dans le process, quand les gens arrivent pas à bien les rouages sont pas bien huilés, quand les gens arrivent pas à bien à saisir ce que l'autre attend, qu'il y a des incompréhensions.
En cas d'onboarding ou de réorganisation, ça peut aussi aider à comprendre les rôles de chacun, les attentes, et cetera. Donc je pense que c'est aussi intéressant pour le groupe, en tant que groupe, entité groupe, pour les individus qui le composent et aussi à un niveau un peu méta pour le manager ou pour le coach ou le facilitateur, en tout cas la personne qui entoure ce groupe, ça peut être intéressant. Ça peut être en préambule d'un atelier give and take, pour que ceux qui le connaissent, c'est aller plus loin dans les rôles et les responsabilités, dans les attendus plutôt, des uns envers les autres. Ça peut être fait aussi, en cas dans un contexte de team building, il ne faut pas forcément qu'il y ait des choses qui aillent mal, ou qui soient un peu en tension. Peut-être une chose qui est importante aussi à mentionner, c'est que c'est pas tant le support qui va être intéressant, mais l'espace, créé par l'exercice. L'atelier finalement, c'est qu'un prétexte pour amener, une conversation, pour susciter des discussions, favoriser une communication. Donc cet atelier, c'est un peu, je l'appelle un peu comme une sorte de vie ma vie, collectif et accéléré. C'est un vie ma vie qui est assez actif, là où un vie ma vie, qui est en pure observation, ça peut être un petit peu passif. Là, on est vraiment dans l'action. Donc je pense que les objectifs et les opportunités que ça peut apporter, sont triples. On a déjà au niveau des relations, ça offre un cadre, ça offre un temps et un cadre qui va susciter l'échange. Ça va permettre de comprendre ou de mieux comprendre l'autre. Et donc, comme je vous le disais, pour le manager ou le coach ou le facilitateur ou la facilitatrice ou la coach, ça peut être une occasion de mieux comprendre, de cerner les dynamiques de groupe, comme tout atelier d'ailleurs. Au niveau des métiers et processus, ça peut être une occasion de mieux comprendre les rôles de chacun et la valeur que chacun et chacune apporte dans la chaîne, dans le workflow. Ça peut être l'occasion soit de découvrir, soit d'exprimer, surtout je pense d'exprimer des dysfonctionnements. Ça peut être aussi l'occasion pour profiter de fixer de nouvelles règles ou de remonter certains problèmes. Et enfin, à titre individuel, c'est une façon de muscler, de développer ses capacités d'empathie, de mieux se comprendre soi-même, les influences, les interactions, l'image qu'on renvoie aussi, voire aussi ensuite, de réadapter sa posture. Donc les 2 derniers points, il y a un petit astérisque parce que justement, ça suppose, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en vous montrant, la pyramide de Serge Tisseron, ça suppose d'accéder au dernier étage, au 3e étage, de la pyramide. Ça suppose que chacun accepte que cette intersubjectivité, qu'on accepte que l'autre puisse nous informer sur des choses, qu'on ignore de soi-même, et qu'on puisse nous éclairer, que l'autre puisse nous éclairer. J'y viens donc à l'atelier. Le Empathy Maps, donc il y en a plusieurs qui connaissent déjà, donc je vous apprendrai rien et désolée, pour vous, mais je pense que ça pourra être utile pour certaines autres personnes qui viennent pas forcément du domaine, du produit, du software ou du digital, ou du design. Donc Empathy Map pour carte d'empathie. C'est un outil qui est très répandu, dans le design et dans le marketing. C'est un grand classique comme, l'expérience map ou le customer journey, les personas, et cetera. Ça vous parle peut-être. Moi-même, avant d'intégrer ce monde du design et de l'informatique, je connaissais en étant dans le marketing. Donc ça a été conçu par Dave Gray et ce support, en fait, il sert à synthétiser et visualiser des résultats d'études utilisateurs, d'études comportementales. C'est toujours très utilisé pour comprendre, les utilisateurs cibles. Donc non seulement c'est pour comprendre, synthétiser, visualiser, mais c'est aussi un document, un support très utile pour susciter des discussions avec, un sponsor, avec un commanditaire, un client. C'est un outil que j'aime bien aussi pour aligner les membres, d'une équipe ou même plusieurs équipes, de différentes disciplines autour d'une vision unifiée de l'utilisateur, puisque finalement, quand on construit un produit, c'est pour, un utilisateur, il vaut mieux que chacun et chacune ait la même compréhension de cet utilisateur. Et tout ça, ça aide à garder ce focus utilisateur, tout au long d'un cycle de conception, de construction de produit, qui se voudra user-centric. Donc,
Cette carte, à la base, elle est composée de 4 cadrans. Déjà, il y a tout ce que l'utilisateur dit. C'est donc là où on va écrire des verbatims sur les besoins et les frustrations exprimées. Tout ce que l'utilisateur pense, mais qui ne va pas forcément partager. Tout ce que l'utilisateur sent ou ressent, donc c'est les émotions en lien avec le produit ou le service ou des choses connexes. Et tout ce que l'utilisateur fait, ses actions, ses réactions. Donc ça, c'est la carte de base. On est allé plus loin. On a regroupé think and feel et say and do pour rajouter aussi hear and see. Donc ça, c'est des éléments extérieurs. C'est pour matérialiser les influences sur l'utilisateur, ce qui va avoir quand même une influence dans l'expérience utilisateur au global. Et c'est là aussi où on rajoute les pains and gains, donc tout ce qui va être des peurs, des frustrations ou des besoins, des obstacles, etc. Dans les faits, pas toujours les designers n'ont pas toujours la possibilité de conduire des études approfondies, des études terrain. Parfois, ça se limite juste à quelques interviews utilisateurs et ça doit être complété avec finalement cet effort conscient de se mettre à la place de l'autre à partir des éléments dont on dispose. Ça peut être fait aussi en groupe, en atelier. On peut inviter par exemple des commerciaux, des chargés de clientèle qui sont au contact direct et quotidien avec les utilisateurs et qui peuvent venir compléter ou corriger ce que le ou la designer a commencé à imaginer. En tout cas, pour compléter ces premiers apprentissages qu'on peut faire à partir d'études chiffrées, concrètes, que ce soit quali ou quanti, à partir de ces données-là, il faut aussi être capable de rentrer dans ce processus cognitif de décentration de son propre point de vue, arriver à se mettre dans la peau de l'autre. Donc, ce que j'ai imaginé, en fait, c'est de se baser sur cet outil-là, sur ce support-là, ce canevas-là, et de détourner un peu le sens premier. Ici, en tant que membre d'une équipe, il faut se dire que vos users, ce sont vos collègues. Parce que vous voulez travailler avec eux, vous voulez travailler pour eux aussi travaillent avec et pour vous. Je pense que c'est un peu la base de la collaboration. Donc, essayez de se mettre à la place de l'autre pour que tout soit plus fluide. Et déjà, entrer en empathie avec les autres et accepter aussi de se voir, en fait, de voir son image, de se regarder dans le miroir, de comprendre son activité, comment elle est perçue par les autres, sa posture, etc. Donc ensuite, ça peut être l'occasion d'aller à l'encontre d'idées reçues, de revenir sur certains points précis, d'insister sur certains points, si ça n'a pas été assez approfondi, etc. Donc, pour organiser et animer l'atelier, déjà, pensez au support. Il va falloir réfléchir à combien de canevas vous allez remplir. Normalement, c'est 1 par rôle ou par fonction. S'il y a beaucoup de rôles et de fonctions différents dans une équipe, il y en a certains qui peuvent être fusionnés, certaines cases en tout cas qui se regrouperont, qui pourraient être fusionnées. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de temps, que ça peut être pertinent, peut-être que le designer et le product owner, ils peuvent être fusionnés. Il y aura peut-être juste des cases qui seront scindées en 2 sous-parties. Ensuite, vous pourrez affiner le contenu parce que je vous ai présenté 2 canevas, mais il y a plein de façons de décliner. Pensez à ce qui vous intéresse, à ce que vous voulez faire ressortir, aux discussions que vous voulez susciter. Je vous enverrai le lien vers le canevas tel que moi je l'ai utilisé pour l'atelier. Je l'ai détourné un petit peu et je l'ai fait à la fois plus professionnel et plus personnel. Vous allez voir, on va regarder. Donc, c'est ciblé individu et métier. On en reparle après, il y a une case personnalité. Et donc, vous pouvez compléter. Bien sûr, on parle de préparer le matériel. Donc, si vous faites ça en présentiel, évidemment, imprimez ce qu'il faut. Proposer des post-it. Je favoriserais plutôt les post-it plutôt que les marqueurs directement dans le canevas parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dans la bonne case. Et au-delà du matériel vraiment pour le cœur de l'atelier, il y a peut-être d'autres supports qui peuvent aider les participants en manque d'inspiration ou qui n'ont pas forcément le temps. Moi, j'avais imprimé une liste des sentiments et des émotions. Vous pouvez aussi apporter une liste de valeurs et de drivers, un petit rappel, par exemple, des profils process communication ou disques, etc., selon le modèle de
typologie de personnalité qui vous convient le plus. En préparation aussi, pensez à la dynamique. Donc déjà, essayez plutôt de constituer les équipes en amont. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait. Aucun membre ne va remplir évidemment le canevas de son propre rôle. L'objectif, c'est de penser à la réalité de l'autre. Ça peut être intéressant de mixer les métiers au sein d'une même équipe. Ça va apporter des regards qui vont se croiser, complémentaires. L'échange sera intéressant. Je recommande de faire maximum 4 personnes par équipe pour encourager la participation active de chacun et chacune, qu'on ne soit pas un peu en retrait. Ensuite, le rythme, à vous de voir le nombre d'itérations que vous voulez amener, sur quoi chacun va se concentrer pour chaque tour et le temps dédié à chaque tour. Par exemple, on peut se dire que les remplissages se font sur un seul tour et que chaque équipe ne va passer que sur un canevas, ou bien que chaque équipe va passer sur 2 canevas, à voir comment vous voulez organiser la dynamique. Vous pouvez soit demander à la première équipe de remplir tout un canevas et à la deuxième de venir relire et corriger si besoin, ou bien à la première de ne remplir qu'une partie et à l'autre de compléter. À vous de voir, mais en tout cas, il faut réfléchir à ça avant. Bien sûr, découper le temps alloué par cadran et donc proposer soit un décompte, soit avoir un timekeeper. En tout cas, ça doit être très bien timeboxé parce que ça passe vite. Donc ça aidera aussi à garder le focus, à garder un niveau de motivation et d'énergie constant. En tout cas, un truc hyper important sur lequel je veux vraiment insister, c'est que ce qui est indispensable, c'est de bien garder un temps à la fin pour la relecture, pour la discussion, pour découvrir l'image de soi et amener des corrections ou des échanges, en tout cas le débrief à la fin est très important parce qu'encore une fois, c'est une transposition imaginaire de soi. Ça ne reste que des hypothèses, on est plein de biais et ce qui est utile, c'est de susciter cet échange à la fin aussi. Je recommande de prendre 2h30 pour faire cet atelier, en tout cas minimum 2 heures, selon la quantité de personnes, de rôles, selon les contraintes et les enjeux, et cetera. Je vous invite aussi à ne pas faire cet atelier de façon isolée. Si vous avez des réunions avant et après et qu'il y a juste ça, je ne pense pas que ça se déroule forcément hyper bien. Faut prendre le temps. Je me souviens, j'avais fait ça, j'avais proposé un petit déjeuner avant. Il y avait eu un icebreaker, chacun avait mis son dernier voyage, le film ou citation préférée, ses hobbies, et cetera. Enfin bon, commencer à poser quelque chose d'humain et pas purement professionnel, serré, trop cadré, et cetera. Donc ça peut être aussi présentation d'un modèle d'une typologie de personnalité, par exemple Processcom ou autre. Je me souviens aussi, avant de poser le cadre, j'avais fait une passe sur les accords Toltec. C'était un support, un prétexte, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc pour bien expliquer que l'espace était protégé, que la visée était bienveillante, qu'on n'était pas là pour juger évidemment, que ce qui était exprimé dans la salle ne sortait pas, c'était pour nous. Donc éprouver cette empathie, en fait, c'est déjà avant tout écarter le mépris, reconnaître qu'on a chacun nos qualités, nos défauts. Ça nécessite d'avoir le courage de faire confiance. C'est pas toujours facile. Donc vraiment, ce temps pour poser le cadre, il est indispensable. Et ensuite, cet atelier, donc l'intérêt, c'est d'avoir ces discussions, mais aussi de pouvoir prévoir un temps un peu comme pour une rétro, en fait, pour lister des actions ou des choses à faire à la suite de ça, avec bien sûr porteur, échéance, et cetera. Peut-être que vous aurez un team canvas à mettre à jour, une charte d'équipe à mettre à jour, une rétro organisée, des dysfonctionnements à remonter, et cetera. Donc en fait, il y a ce côté scribing de la suite qui est important. Je vous donne un exemple de comment moi je l'ai mené assez rapidement. Donc il s'agissait de 8 personnes dans l'équipe. Il y avait 3 rôles. Donc il y avait 2 MOA ou AMOA, 4 développeurs et 2 testeurs, ou testeuses et développeuses. Donc le canevas de l'AMOA avait été complété par testeurs et développeurs. Celui de développement avait été complété par testeurs et AMOA, et j'ai oublié de mettre à jour les chiffres parce que là, il n'y a que 6.
Et donc, le Canva du testeur avait été rédigé par un développeur et à moi. Là, malheureusement, moi, j'avais qu'1 heure pour tout l'atelier, brief, débrief compris. C'était franchement pas assez. C'est pour ça que je recommande 2 heures minimum. Donc, on aurait pu se dire que chaque équipe construisait même deux Canva et on aurait pu les comparer aussi après. À vous de voir, selon le temps que vous avez, comment vous pouvez l'organiser. Voici l'exemple du... Oups. Pardon. Voici l'exemple du Canva que j'avais dressé. Donc pour aider les participants, j'avais mis en gris clair des questions qui pouvaient les aider dans les réflexions, les amener à bien remplir chacun des cadrans. On va faire un peu un zoom sur chacun. Donc déjà le positionnement, donc le rôle et le métier en une courte phrase par rapport à l'équipe, au produit, à l'organisation, au projet, etc. Les interlocuteurs et interlocutrices, donc les clients internes, externes, les partenaires et les tiers. Le périmètre et le champ d'action versus les autres. Quel est le rapport hiérarchique entre chacun et entre des personnes extérieures? À quoi ressemble son quotidien, son emploi du temps? Donc que ce soit une journée type ou une semaine type, un sprint type, une année type. Est-ce qu'il y a parfois des pics d'activité à faire remonter, etc. Donc à quoi ressemble un peu le quotidien? Il y avait tout ce qui est input attendu, les besoins pour pouvoir réaliser mon activité. Et les outcomes, donc, et les outputs, donc les livrables qui sortaient ensuite, et les impacts et les objectifs, les missions. Quels sont les enjeux de ce persona-là, de ce rôle-là, qu'ils soient exprimés ou non, qu'ils soient sous-jacents ou très clairs ou principaux. Quels sont les risques pour elle, pour l'équipe, donc elle, pour la personne ou pour l'équipe ou l'organisation, les attentes, les exigences, les seuils de tolérance. Ensuite, tout ce qui est pains and gains, donc pains déjà, les obligations, les contraintes, obstacles, limites, tout ce qui peut frustrer la personne, les risques qui peuvent aller à l'encontre de ses objectifs, les conséquences si les objectifs ne sont pas atteints, tout ce qui est aussi zone d'inconfort et les peurs, les craintes. Et ensuite, de notre côté, en miroir, les gains, donc les intérêts individuels, les opportunités, les motivateurs, les sources de plaisir, de motivation, les aspirations, tout ce qui est plutôt zone de confort, les leviers, les libertés, les latitudes, contrairement aux contraintes. Et les conséquences si les objectifs sont atteints. Et enfin, cette partie personnalité qui est quand même plus touchy, qui va se décomposer selon le nombre de personnes qu'il y a. Donc là, on parle plus de persona, de fonction, de rôle, mais vraiment de personnes. C'est à voir avec vos participants, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas pour qu'on rentre là-dedans. Je pense que c'est important qu'ils soient OK, et sinon, on nommait cette partie-là. C'est donc parler des caractéristiques de cette personne, de ses valeurs, drivers, de ses forces, d'un positionnement qui est peut-être implicite, de parler de leadership, d'autorité, etc. Donc là, on va plus loin, c'est plus délicat, d'où l'importance de les embarquer là-dessus. Et s'ils n'ont pas envie, de respecter leur choix, de ne pas aller aussi loin sur des choses qui sont très personnelles. Je vais peut-être juste vérifier dans les commentaires si c'est OK pour l'instant. Je vais prendre vos questions après, mais déjà sur le Canva, est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas clair, le Canva ou l'atelier? Je ne vois rien pour l'instant. OK, bon, je continue. On aura, j'espère, après un petit moment d'échange. En conclusion et en épilogue, je voulais aussi vous dire que tout ça, c'est bien beau, mais qu'il y a nécessité de sécurité psychologique avant tout. Une équipe qui réussit, elle va réussir dans une atmosphère saine. Il peut y avoir des tensions, c'est naturel, aucun souci. Mais donc si on veut être dans un contexte qui va favoriser la création de valeur, le bien-être au travail, l'efficience, l'innovation dans une organisation ou dans un groupe, on va retrouver la sécurité psychologique. Donc c'est un ingrédient qui est vraiment essentiel, c'est le premier d'après les conclusions du projet Aristote qui a été lancé chez Google en 2012. Donc cette sécurité psychologique, moi, pas moi, d'ailleurs, elle est définie comme ce sentiment ou conviction que chacun et chacune peut prendre des risques, poser des questions, donner son avis, proposer des idées, se tromper, etc., sans jamais être puni ou montré du doigt, jugé comme idiot ou incompétent.
Donc ça ne va jamais se retourner contre soi. C'est cette possibilité d'un individu d'agir et de s'exprimer sans que ça puisse lui nuire. Évidemment, ça va de pair avec le droit à l'erreur, avec, des notions comme la confiance, la patience, la tolérance et cetera, l'ouverture d'esprit et donc aussi, je pense, l'empathie. Donc s'il n'y a pas déjà ces prérequis, en fait, je pense que ça n'aura aucun intérêt, voire ça pourrait être contre-productif de mener cet atelier. Donc vraiment prérequis indispensable. Hem Et peut-être aussi quelque chose à préciser, que je voulais vous partager, c'est que, on va avoir davantage de facilité à entrer en empathie avec des groupes qui nous ressemblent, qui sont proches ou qui sont familiers. Donc il y a une expérience assez intéressante, de Marc Levin avec des supporters de football que vous pourrez trouver, sur le web ou sinon je vous passerai ensuite, le lien vers cette étude. Mais on le vit aujourd'hui, on voit l'élan de solidarité qu'il y a envers les réfugiés ukrainiens, qui malheureusement a vachement moins lieu quand même avec des réfugiés qui sont plus lointains. Donc il y a cette capacité-là quand même à entrer en empathie avec des gens qui nous ressemblent plus. Et pour finir, je voudrais partager, une citation de Serge Cicéron que je trouve encore une fois un auteur très intéressant. Ça va peut-être résonner avec les agilistes, ou les adeptes du management 3.0. Il dit: «Si l'on veut baser la société de demain sur la solidarité et le lien et pas sur la peur et le désir de contrôle, alors il est urgent de réveiller l'empathie». Et je pense que dans notre société, très cartésienne et qui se veut soi-disant rationnelle, on a tendance à écarter tout ce qui est émotionnel et justement à pas le valoriser, à tort à mon sens. Je voulais vous dire avant de partir que, si vous voulez continuer à échanger, je suis dispo sur LinkedIn et sur Twitter et là je vais prendre les questions. Alors, si je remonte un petit peu, je vois les doigts dans le code. Est-ce que tu as des astuces pour lutter contre les biais qu'on a, où on pense comprendre autrui et souvent on se plante? À moins que ce soit l'objectif de faire ressortir cette dissonance avec l'exercice. Tout à fait, les doigts dans le code, ça me fait très bizarre de t'appeler comme ça. J'espère que tu as un autre prénom. Hem, c'est justement cet objectif-là, c'est de pouvoir les exprimer ouvertement parce qu'on les a tous ces biais, on est humain, on a des a priori. Et je pense que ça peut être dangereux de les garder pour soi ou d'en discuter dans un entre-soi, sans impliquer la personne concernée. Ça pourra donner déjà l'opportunité à la personne de comprendre l'image qu'elle renvoie dans ce groupe précis et puis cette opportunité aussi de corriger, de mettre, de de rajouter en fait un autre point de vue. Elle aura pas forcément la vérité parce qu'on a chacun aussi une image de soi et c'est pas forcément, en tout cas, c'est une réalité qui pourra venir se compléter à d'autres réalités et tant qu'il y a l'échange justement, je pense que c'est là où ça peut être intéressant. Éventuellement, tu peux partir du biases index ou en tout cas, je sais plus comment il y a une visualisation de tous les biais qu'on a et c'est plus d'une centaine de biais, dont on souffre et justement, le fait de confronter les biais, ça va venir les faire éclater, en fait. Donc c'est l'objectif, effectivement, de cet atelier. C'est pour ça que le temps de débrief est hyper important. Je me souviens quand j'avais mis cet atelier en pratique, les discussions avaient été hyper intéressantes. Malheureusement, il y en avait qui avaient des trains à prendre, donc il y avait pas mal de choses. Le programme était assez serré dans la journée. En tout cas, il y a des échanges qui ont été suscités qui étaient très, très chouettes. Donc prenez bien au moins 2 heures, pour ça et prenez le temps, comme il faut, de poser le cadre et de débriefer ensuite. Donc Aurore dit que c'est assez rapide sur le Canva, mais une mise en pratique sera plus parlante. Je vais, dès à présent vous mettre le lien. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer dessus d'ailleurs, mais en tout cas, contactez-moi via, LinkedIn ou Twitter si jamais c'est pas, possible de le récupérer ici. Non, j'ai pas de chat. Pardon, il faudrait que je me connecte, sur Discord pour pouvoir, ou Twitch pour avoir, où vous donner, ce lien. Mais contactez-moi si vous êtes intéressé pour avoir le canvas tel quel. Après bon, comme je vous dis, il faut le refaire à sa sauce. Vous pouvez rapidement le recréer vous-même. Je mettrai à disposition le support de présentation sur SlideShare, donc il sera disponible, pour le consulter.
Peut-on avoir la citation de Serge Tisseron? Oui, alors je ne peux pas dire n'importe quoi, je vais la retrouver. Donc Serge Tisseron dit: «Si l'on veut baser la société de demain sur la solidarité et le lien, et non sur la peur et le désir de contrôle, alors il est urgent de réveiller l'empathie». Vous pouvez aussi la retrouver, j'ai écrit un article sur LinkedIn, sur cet atelier justement, vous retrouverez ce que je vous ai raconté en fait, et elle est là, vous pourrez la copier-coller. Si vous tapez Empathy Maps croisé Sarah Dufour LinkedIn, vous allez facilement, retrouver l'info et des sources. Quel a été le retour des participants? Bah, que c'était plutôt positif. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. S'ils m'avaient dit que c'était pire que tout et négatif, je pense que j'aurais pas osé vous le partager. Quels sont les plus gros risques de cet atelier? Je pense que c'est de partir dans des procès d'intention, de partir dans des critiques gratuites, de provoquer des vexations, de laisser cet atelier, en fait, juste comme un élément totalement isolé et de pas capitaliser dessus, de pas donner la suite qu'il est important de donner. Donc vraiment, le prérequis, indispensable, hein, je vous le répète, c'est cette sécurité psychologique qui idéalement doit avoir lieu dans toute l'organisation, déjà en amont. Mais aussi sinon si c'est pas toujours forcément possible, pardon. Au moins déjà essayer d'instaurer ça avec lorsque vous posez le cadre. Pour moi, c'est super, enfin, c'est indispensable. Cherchez aussi, au fond de vous, l'intention. D'où est-ce que ça part? Pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place cet atelier? Est-ce que c'est pour que, parce que vous estimez qu'il y en a un ou une dans le groupe, qui fait pas les choses comme il faut, qui n'a pas la posture, qu'il ou elle devrait adopter? Et est-ce que vous utilisez les autres finalement pour faire passer un message? Si c'est ça, cherchez bien au fond de vous, de façon honnête et sincère. Si c'est ça, évitez de le faire. Je pense qu'il faut que vraiment, très sincèrement de vous, il faut que ça soit, authentique et bienveillant, en fait, tout simplement, pour que vous puissiez transmettre, en fait, cette intention au groupe. J'ai un commentaire aussi intéressant de Gu qui dit que c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement, dans le temps, parce que l'entreprise évolue rapidement. Plus simple pour obtenir la confiance, l'adhésion et la réussite de cette démarche. Effectivement, de le renouveler, tous les X temps, ça peut être intéressant. Est-ce que le Canva peut être ensuite partagé dans l'entreprise ou il reste au sein de l'atelier? Très bonne question, merci beaucoup. Pour moi, ça reste vraiment, c'est que pour le groupe. Ça reste à l'intérieur, c'est pour ça et aussi parce que les fiches ont été perdues, que je vous transmets pas, les résultats. C'est pour ça aussi que dans l'article, vous verrez, j'ai changé les prénoms. Pour moi, c'est très, très important que ça reste quelque chose dans votre nid, d'équipe, c'est vraiment que pour vous. Ça ne doit pas être, partagé aux autres. Sauf si les participants à l'issue sont OK pour partager l'ensemble ou certains des éléments, qui peuvent être intéressants, je sais pas, pour un manager ou pour des homologues, dans l'organisation. Des astuces pour faciliter la communication et éviter les difficultés d'expression, notamment sur les aspects plus liés à la personnalité. Comme je vous le disais, peut-être, en préambule, avant de lancer l'atelier, mettre en place, un brief sur ce qu'est, par exemple, process communication. Parler de CNV, effectivement aussi, ça peut être intéressant. En tout cas, d'amener un cadre, d'amener des propositions théoriques aux participants pour qu'ils aient les clés, ils aient les outils pour pouvoir, amener les choses de façon bienveillante, avec une candeur radicale. Et je vois qu'il est 49 et je pense que je vais me faire disputer par les organisateurs si je ne clôture pas tout de suite. On ne peut pas te contacter sur LinkedIn à moins d'être sous premium. Je ne peux pas partager sur Discord dans la journée, mais je vais régler avec les facilitateurs, ils peuvent peut-être faire ça pour moi. Des actions à la fin ou un output en particulier, ça va vraiment dépendre, de ce qui en est ressorti. Donc je ne peux pas te donner de réponse toute faite. Il est 11h50, ça a duré 1 heure, je ne pensais pas que ce serait aussi long. J'espère ne pas avoir été trop verbeuse et oui, je suis étonnée de ne pas pouvoir être contactée, sur LinkedIn à moins d'être premium. Je vais peut-être partager mon mail aussi. Merci à tous et à toutes pour votre patience et bon courage pour la journée marathon.
et profitez bien des autres confs. Merci, merci beaucoup. Merci.